Donc bonjour, ici c'est une petite capsule sur la représentation d'états qu'on peut utiliser pour représenter les équations différentielles quand on modélise un système dynamique. Donc avant d'aller dans la définition précise, je vais commencer par une représentation visuelle de ce que ça représente. Donc on peut voir les états d'un système dynamique comme des coordonnées. Puis les coordonnées, on est habitué de voir ça fait bien du sens dans notre tête quand on a un problème purement cinématique. Donc, je vais partir du problème cinématique pour aller vers le problème dynamique pour illustrer qu'est-ce que ça représente les états d'un système. Donc, commençons avec un problème purement cinématique. Les coordonnées que j'ai besoin d'avoir comme état dans un cas comme ça pourrait être, par exemple, si je veux me déplacer sur une carte en 2 dimensions, une coordonnée x, y qui me situe spatialement en 2D. Donc, supposons que j'ai une voiture comme ça. Et je cherche une série, par exemple, d'entrées à mon système pour amener la voiture du point A au point B. Le modèle que je vais utiliser, on va essayer de représenter, par exemple, c'est quoi l'évolution, la variation de x et la variation d'y dans le temps. Comment ça dépend, c'est une fonction ici qui dépendrait directement des entrées de mon système. Ici, on a un modèle purement cinématique. Ce que je veux dire par là, c'est que si je contrôle par exemple la direction de mon véhicule, l'angle des roues et la vitesse longitudinale de mon véhicule, je pourrais choisir instantanément un vecteur qui représente comment ma voiture se déplacerait instantanément dans le temps. Donc on aurait ici, on pourrait choisir le taux de variation de mes coordonnées qui dépendrait seulement de mes entrées. Il y a un problème dynamique. Juste avant, le vecteur des coordonnées, dans tous les cas, on va souvent le noter x barre soulignée. C'est un vecteur, dans ce cas-ci, de dimension 2, mais que le cas général va être de dimension n, où n est le nombre de coordonnées qu'on a besoin. Donc, si je ferais un problème en 3 dimensions, il faudrait ajouter une variable z, puis ce vecteur-là serait x, y, z. Dans ce cas-ci, on avait la dérivée dans le temps de ce vecteur. Donc, dans un cas d'un problème dynamique, qu'est-ce qui diffère du problème cinématique? C'est que le taux de variation de mes coordonnées, qui ici ne seront pas nécessairement des coordonnées spatiales, je vais les appeler de façon générique x1, x2, ne va pas dépendre directement d'une entrée dans le système, mais va dépendre directement de où je suis actuellement sur cette carte-là. Donc, c'est ça un peu l'aspect dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si je suis à un x1 donné et un x2 donné, si je me situe ici, même si j'applique aucune entrée sur le système, donc typiquement aucune force si on parle d'un système mécanique, alors mon système a une évolution naturelle qui est déterminée, qui est représentée par x points avec les coordonnées du point que je me situe que je mettrais dans ma fonction ici. Donc, c'est ça qui fait la différence entre un système plus statique ou un système dynamique. Pour savoir comment mon système évolue dans le temps, j'ai besoin d'avoir des variables mémoire qui représentent des coordonnées sur une carte où les axes, mes coordonnées, c'est ce qu'on appelle les variables d'état. Donc, par exemple, on peut reprendre un exemple classique pour voir qu'est-ce que ça donne pour un système à masse, ressort, amortisseur. Donc ici, supposons qu'on veut modéliser le mouvement Y de mon système, puis je pourrais avoir une entrée qui est une force ici sur le système. On pourrait penser, la première réflexion, c'est dans un premier temps, si j'applique aucune force sur le système, quelle information j'ai besoin de savoir pour voir c'est quoi instantanément qui se passe avec ma masse. En fait, pour un système masse, ressort, amortisseur, je vais avoir besoin de 2 informations. Je vais avoir besoin de la position, parce que la force que le ressort applique dépend de ma position. Donc la force va influencer ce qui se passe dans le futur dans mon système. Puis j'ai aussi besoin de savoir la vitesse de ma masse, parce que même si je fais une position donnée, je peux avoir différents momentum, donc il y a différents niveaux d'énergie cinétique qui seraient dans ma masse qui vont influencer le futur aussi. Donc, dans ce cas-ci, mes coordonnées,
que j'aurais besoin, ici, ça serait la position Y, puis la vitesse que je vais noter Y point ici. Et si on veut savoir c'est quoi cette fonction-là, donc cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle doit représenter? C'est un peu un champ de vecteurs qui nous dit, en fonction d'où je me trouve, c'est quoi l'évolution naturelle de mon système. Et on pourrait voir même que si j'ai un U qui n'est pas égal à 0, c'est comme ça va influencer le vecteur. Mais de base, j'ai déjà un vecteur qui représente une évolution naturelle si j'ai aucune force externe ou aucune entrée qui s'applique sur mon système. Donc, un système masse-ressort-amortisseur, on aurait pu, avec des méthodes classiques, trouver que mon équation, c'est dans le fond, masse fois accélération serait égal à force moins KY. Ça, c'est la force externe, ça, c'est la force du ressort. Donc, ici, je sais que ma représentation d'état, mes coordonnées, là, ma carte, c'est mon vecteur d'état, c'est Y, point et Y, les deux coordonnées. Je vais le mettre dans le même sens. Y point qui serait la deuxième coordonnée. Donc ici, ma carte, si je voudrais convertir mon équation d'ordre 2 avec le format représentation d'état, il faudrait que je calcule c'est quoi la dérivée temporelle de mon vecteur d'état en fonction de mes états et de mon entrée qui serait la force F ici. Donc dans ce cas-ci, il s'agit juste de reprendre cette équation-là puis de la réécrire de façon appropriée ici. La dérivée de Y, c'est directement relié à ma coordonnée ici. C'est tout simplement Y point que si j'y donne une coordonnée Y point, je sais la variation de Y dans le temps. Fait que ça, c'est ma première ligne. Puis ma deuxième ligne va dépendre de mon équation dynamique ici. Je vais juste isoler la dérivée deuxième de Y. Donc si je reprends la dérivée de Y point, ça me donne Y2 point. J'aurai ici, je vais l'écrire comme ça, F sur M moins KY sur M. Donc ça ici, c'est de façon générale, c'est une fonction qui dépend de mon vecteur d'état et d'un vecteur d'entrée que je pourrais avoir. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tantôt j'expliquais que ce qui définit un système dynamique, c'est que pour un point sur cette carte de mes états dynamiques, j'ai une évolution naturelle. Donc si je regarde c'est quoi mon évolution naturelle en tout point, qu'est-ce que ça représente ça? Ça représente un champ de vecteurs qui me dit c'est quoi l'évolution en fonction d'une coordonnée donnée. Donc pour ce système masse-ressort ici, on pourrait regarder c'est quoi qui représente ces vecteurs-là. On peut regarder dans un premier temps si je me déplace sur cet axe-là. Donc si Y est égal à 0, et on va regarder le cas sans aucune force extérieure. Fait que la variation, le deuxième terme ici va tout le temps être égal à 0, puis le premier terme va être égal à directement la coordonnée Y point. Qu'est-ce que ça dit? C'est que sur cet axe-là, tous mes vecteurs d'évolution sont horizontales, parce que mon deuxième coordonnée est nulle. Puis, la coordonnée horizontale dépend de ma coordonnée, dépend de mon Y point ici. Fait que ça, ce que ça représente, c'est des vecteurs comme ça qui me disent comment mon système évoluerait dans le temps. Puis ça fait du sens parce que si on analyse une situation, si je suis à 0, 0, c'est quoi mon évolution? J'en ai pas, je bouge pas. Fait que si je place ma masse à 0 vitesse au point d'équilibre du ressort, je bouge pas. Si je donne une vitesse initiale à ma masse, un point d'équilibre du ressort, qu'est-ce qui va se passer? Bien, vu que mon ressort est à l'équilibre, je n'ai pas d'accélération, donc ma vitesse ne va pas changer, mais instantanément, mon Y va se déplacer parce que j'ai une vitesse non nulle en cours. Si on regarde sur l'autre axe maintenant,
si je me place à une vitesse nulle, je vais avoir une coordonnée de 0 pour mon champ de vecteur partout. Je vais juste avoir un terme non nul ici dans les négatifs qui augmente avec Y. Donc ici, ce qui arrive, c'est plutôt, je vais avoir des vecteurs comme ça. Et en fait, si on l'évaluerait partout, on trouverait que j'ai des vecteurs comme ça. Puis si je l'évaluerais à des points intermédiaires, on trouverait des vecteurs qui, au bout de la ligne, on peut voir ça comme, j'aurais des cercles comme ça. Les vecteurs formeraient un petit peu des cercles comme ça, où j'ai des flèches qui vont pointer dans le sens comme ça, un peu partout. Et ça fait du sens. Chaque cercle représente un état d'énergie de mon système. Donc si je démarre mon système à un Y donné, je le lâche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va osciller, il va échanger de la vitesse et de la position, il va se promener sur une trajectoire comme ça. Donc en premier, il va accélérer dans le négatif, il va ralentir, il va réaccélérer, etc. Comme ça. Donc j'aime ça voir la dynamique comme un champ de vecteurs dans un système de coordonnées qui est les états que j'ai besoin de connaître pour prédire le futur. Puis ici, on pourrait se poser la question maintenant, bon ben pour ma masse, puis pour un système masse-ressort, j'ai besoin de deux états, position, vitesse. Mais c'est quoi de façon plus générique? Et la définition très générique, c'est un ensemble minimal de variables pour décrire l'évolution d'un système. Puis quelque chose qui est à noter, c'est que en fait, c'est non unique. Ce qui veut dire qu'on pourrait choisir différents systèmes de coordonnées qui seraient aussi bons l'un que l'autre. Donc, par exemple, de façon purement cinématique, on pourrait penser créer un nouveau système de coordonnées ici comme ça, avec des nouvelles variables qui me donnent la même position sur la même carte de vecteurs, mais avec un nouveau système de coordonnées. Donc, c'est pour ça que pour un modèle d'état, il y a probablement plusieurs options d'état qu'on peut utiliser. Qu'est-ce qui est particulièrement intéressant dans le cadre faire un modèle physique d'un système, donc dans le contexte d'une modélisation d'un système physique, c'est que les états, c'est associé à des niveaux d'énergie dans le système. Les états sont associés à des niveaux d'énergie. Donc, par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire un système? Supposons que j'ai une série de réservoirs. Puis là, j'ai une entrée d'eau qui arrive dans le réservoir. J'ai de l'eau qui coule ici. Puis là, il y a de l'eau qui s'accumule à différents niveaux. Puis je veux savoir en sortie, j'ai un débit Q in. Je veux modéliser c'est quoi Q out. C'est quoi les variables supplémentaires que j'ai besoin pour savoir c'est quoi Q out en fonction d'une entrée donnée. Donc, qu'est-ce que je vais avoir besoin de savoir aussi? C'est mes variables d'état. Ici, qu'est-ce que j'aurais besoin de connaître si je veux appliquer les lois de la physique pour calculer c'est quoi l'évolution du système? Ben, ici, on aurait par exemple les niveaux d'eau momentanément dans mes réservoirs. C'est trois variables qui seraient nécessaires que j'aille en mémoire pour déterminer c'est quoi le futur. Donc ici, ça serait des variables qui sont associées à un niveau d'énergie. Ici, ça serait de l'énergie potentielle. Quand j'ai un système physique puis j'ai de l'accumulation d'eau dans un réservoir dû à la gravité, ben c'est de l'énergie potentielle. Et tantôt, si je reviens à mon exemple, c'était quoi le niveau d'énergie ici? Ben, ma coordonnée Y représente l'allongement de mon ressort. Donc ça, c'est de l'énergie potentielle dans mon ressort. Puis ma coordonnée Y point, c'est la vitesse de ma masse. Ça représente un niveau d'énergie cinétique dans ma masse qui est accumulée. Donc, en fait, pour les systèmes mécaniques,
typiquement, pour chaque degré de liberté, je vais avoir un état de position, puis un état de vitesse que j'inclus dans mon système. Donc, par exemple, je pense que si j'ai un bras robotique à 2 degrés de liberté, donc une configuration comme ça, une comme ça, j'aurais typiquement besoin de 4 variables d'état pour déterminer la dynamique de mon bras robotique, parce que je vais avoir d'énergie cinétique associée à la vitesse associée à ce joint-là, d'autres énergies cinétiques associées à la vitesse qui vient avec ce joint-là. Et mon énergie potentielle dans mon système, ben, ça dépend. J'ai de l'énergie potentielle avec la position de cette membrure-là, puis aussi avec la position de celle-là. Donc, ça me prend 4 variables pour définir les niveaux d'énergie dans mon bras robotique. Donc, si j'avais un système masse-ressort avec plusieurs masses, par exemple, comme ça, ben, le plus standard, ce serait de choisir x1, x2, puis mes états, ici, je déterminerais, j'aurais besoin de x1, x2, mais aussi x1 point, x2 point, qui serait dans le fond relié à l'énergie cinétique dans les vitesses de mes masses ici. Mais ici, ça m'amène à un autre point que je voudrais faire qui revient au fait que c'est non unique. Ici, je pourrais choisir x1, x2 pour déterminer, utiliser comme variable d'état pour mon système, mais quelqu'un aurait pu décider d'utiliser aussi delta x plus x comme ça du système. On pourrait réécrire les mêmes équations exactement avec ces variables-là. Ça donnerait les mêmes réponses, sauf que nos équations seraient arrangées un petit peu différemment. Donc ça, c'est juste un exemple de, dans le fond, pourquoi un exemple de que nos coordonnées sont non uniques. J'ai plusieurs systèmes de coordonnées que je peux utiliser. Puis pour le cas précisément des systèmes mécaniques, là, on sait que j'ai de l'accumulation d'énergie dans un ressort que j'ai ma variable x1 qui représente. J'ai de l'accumulation d'énergie dans ma masse 1 que c'est ma vitesse de la masse 1, x1 point représente. Qu'est-ce qui arrive si j'ai des amortisseurs? Est-ce qu'il faut que je rajoute d'autres états dans mon système? En fait, non, parce que mes amortisseurs, c'est des éléments, ils n'accumulent pas d'énergie. Un amortisseur, ça en dissipe de l'énergie. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir d'états supplémentaires si j'ai des éléments dissipateurs d'énergie. Et peut-être dernier point à faire rapidement pour cette petite introduction à la modélisation d'état, c'est que si j'ai d'autres masses, par exemple, si mettons j'ai ici un ressort KA, je vais l'appeler K12, ici j'ai un ressort K1, si mettons, je vais juste effacer ça ici, je rajoute un ressort ici, qui vient s'attacher à cette masse-là, la masse 2. Est-ce que j'ai besoin de rajouter une variable d'état ici? En fait, la réponse c'est non, parce que oui, j'ai un troisième élément, un troisième ressort qui accumule de l'énergie, mais je n'ai pas besoin de variable supplémentaire pour savoir son niveau d'énergie, parce que juste en sachant x1 plus x2, j'ai x3, je n'ai pas besoin d'une variable supplémentaire. Donc c'est ça qui vient du terme minimal. On ne veut pas de variables superflues dans notre vecteur d'état. On veut l'ensemble minimal des niveaux d'énergie qui sont indépendants. Qu'est-ce qui arrive ici, c'est que la position du troisième ressort n'est pas indépendante des deux premiers ressorts. Il y a deux variables parmi ces trois ressorts-là qui sont suffisantes pour définir les niveaux d'énergie dans les trois. Et c'est la même chose pour les systèmes inertiels. Donc si par exemple ma masse ça serait reliée à une troisième masse comme ça, ou même si elle serait reliée, je sais pas moi, un disque qui tourne sur lui-même en rotation comme ça avec l'inertie,
je n'aurai pas de variable supplémentaire. Pourquoi? Parce que le momentum dans mon disque, dans cette masse-là, est directement relié à la vitesse de cette masse-là que je décris avec la variable x2 points. Donc, ce serait des niveaux d'énergie qui peuvent tous déjà être décrits avec mon ensemble de variables ici. Donc, ça fait le tour de la petite introduction. Si je résume, dans le fond, on peut voir la représentation d'état comme une représentation d'une carte où ma dynamique est représentée par un champ de vecteurs qui me définit c'est quoi l'évolution de mes coordonnées sur cette carte-là dans le temps. Et les états, dans le fond, c'est le nombre de coordonnées qu'il me faut pour bien décrire mon système. C'est un ensemble minimal de variables qu'il faut pour définir l'évolution future d'un système. Ça, c'est aussi relié aux conditions initiales. Si j'ai un système avec deux états, il me faut au moins deux conditions initiales pour savoir c'est quoi le futur de mon système. Donc ici, pour une masse, condition initiale, j'aurais besoin d'une position initiale, vitesse initiale, par exemple. Pour mon système de réservoir ici, j'aurais besoin de 3 niveaux de réservoir initial pour simuler le futur. Dans le contexte particulier de faire de la modélisation physique, les états sont associés à des niveaux d'énergie, typiquement. Il y a quelques exceptions qu'on va revenir dans des exemples. Et pour les systèmes mécaniques, le cas le plus typique aussi, c'est pour chaque degré de liberté, donc chaque position ou angulaire ou de translation qui définit la configuration de mon système, je vais avoir deux états, un qui est pour la position, l'autre qui est pour la vitesse associée à ce degré de liberté-là. Donc voilà pour la petite introduction.